Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Cyberpref des codes d'assurance prévention. Je suis aujourd'hui avec François Saltiel et Virginie Sassoon qui sont les co-auteurs de Faire la paix avec nos écrans aux éditions Flammarion. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Louis. Alors Virginie Sassoon, vous la connaissez déjà puisque vous l'avez entendu, écouté dans un précédent épisode de Cyberpref des codes à propos du CLEMI, puisqu'elle est directrice adjointe du CLEMI, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias en mars dernier. Mais cette fois-ci, elle va enlever sa casquette du CLEMI, elle vient avec sa casquette de co-autrice, donc de Faire la paix avec nos écrans, avec François Saltiel qui est journaliste, entre autres, mais qui est journaliste donc pour France Culture et qui anime 2 émissions. Un monde connecté et la fabrique de l'information que vous pouvez retrouver également en podcast sur les ondes de Radio France. Ce duo dans la vie et cette fois-ci ce duo à l'écriture nous propose un essai, c'est ça Virginie, on peut dire que c'est un essai. Oui, tout à fait, c'est un essai, c'est une proposition. Alors un essai, mais aussi quand même très pratique aussi. On a essayé de faire quelque chose qui soit le plus accessible possible et qui soit une réflexion qui se concrétise par des actions. Alors, faire la paix avec nos écrans, François, est-ce que ça veut dire que on est en guerre avec les écrans ? Du moins, c'est le discours dominant, on va dire, dans les médias, dans l'espace médiatique traditionnel. On parle beaucoup d'écran comme étant un objet qui nous inquiète, un objet dans lequel on doit combattre. Alors, on n'est pas évidemment contre cette idée que les écrans peuvent être dangereux, que parfois ils nous mettent dans une situation conflictuelle. Mais le message qu'on voulait adresser, c'était justement d'arriver à mieux vivre avec. L'idée, c'est pas de vivre sans les écrans, c'est d'essayer de comprendre comment on peut vivre avec eux. Et parfois, il faut savoir vivre aussi avec ses ennemis. Parfois, il faut aussi savoir trouver dans ces écrans ce qui peut être favorable pour nos vies, d'où cette volonté de pacifier légèrement les choses et de faire la paix. Et on sait très bien que faire la paix, c'est même plus ambitieux que faire la guerre. Faire la paix, c'est aussi trouver une forme d'équilibre. Il est beaucoup question, Virginie, d'équilibre donc dans Faire la paix avec nos écrans. C'est questionner aussi sa relation à l'écran. Oui, et puis être un peu curieux, parce que c'est vrai qu'on peut pas trouver d'équilibre si on s'intéresse pas à cette question, si on fait pas un peu l'effort, finalement, de se documenter, de s'informer, parce que c'est une thématique, notre rapport aux écrans qui est très anxiogène et dont le traitement médiatique aussi, avec toutes les questions qui sont liées au cyberharcèlement, aux cyberviolences, à tous les risques d'arnaques, etc., donc génère beaucoup d'anxiété. Et finalement, quand on sort de cette anxiété pour aller vers une démarche plus active, d'information, on se rend compte finalement que ces peurs-là, elles se déplacent et on trouve cet équilibre justement et on appréhende nos peurs, on les apprivoise et ça devient beaucoup plus soutenable. Vous en profitez également pour casser un certain nombre de mythes. Premier mythe que vous voulez casser, c'est le fait que les digital natives, donc nos enfants, les adolescents, en fait, ne sont pas plus capables, ne sont pas plus compétents que leurs parents parce qu'ils savent scroller et swiper et utiliser les réseaux sociaux mieux que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça, François ? Ça veut dire que déjà on a voulu retracer un peu l'histoire des écrans pour déconstruire le mot écran, parce que le mot écran il veut pas dire grand-chose. Il y a une multiplicité d'usages, il y a une multiplicité d'objets. Regarder la télévision, scroller sur Instagram ou regarder un film, c'est pas la même chose et pour autant tout peut se passer derrière un écran. Par rapport à la question des digital natives, pendant longtemps on a cru effectivement que ces jeunes qui sont si prompts à utiliser des applications qui ont été pensées pour eux, d'ailleurs pensées pour qu'elles soient les plus simples à utiliser, leur conféraient une sorte de maîtrise de l'outil. Mais je pense que beaucoup de parents ont fait cette expérience de voir leurs adolescents passer des heures sur TikTok et pouvoir télécharger des photos, mettre des fils dans tous les sens, mais avoir bien du mal à faire une simple recherche sur Google ou tout simplement remplir un PDF. Donc on se rend compte qu'il y a une grande distinction entre ce qui est les réseaux sociaux, pensés pour la stratégie du moindre effort et l'utilisation en fait du numérique qui implique un apprentissage, qui implique un savoir-faire, qui implique une éducation. Et donc les digital natives, c'est ça, c'est considérer que nos jeunes comprennent ce monde qui est le leur. Or ce monde, il a encore besoin d'être expliqué aux enfants comme aux parents. Il y a un certain nombre de parents, quand on parle de parentalité numérique, qui se sentent démunis. D'abord parce que ils sont pas en maîtrise d'un point de vue technique, opérationnel de leur smartphone et des applications. Or, c'est pas forcément ce qu'on demande aux parents.
Ouais, exactement. Je pense on en demande trop aux parents déjà, et en particulier aux mères, et donc ça crée aussi beaucoup du découragement parce qu'on se dit, faut que je sois experte dans le numérique, il faut que je comprenne exactement comment fonctionnent les réseaux sociaux, la question du contrôle des dispositifs de contrôle parental. Or, en fait, je pense que la boussole, et c'est ce qu'on essaye aussi de porter dans le livre, c'est vraiment la question du lien. Donc de s'interroger sur les moments du quotidien où les écrans font écran justement aux relations qu'on entretient ou pas avec nos enfants, et plus largement avec ceux qu'on aime, et plus aussi, si on va plus loin, même avec nous-mêmes. Et donc vraiment être à cet endroit-là du lien et de se dire comment aussi, au-delà des écrans et de nos usages respectifs, je m'intéresse à ce que mon enfant fait. Je ne me désintéresse pas de ses pratiques. Je ne le juge pas. J'enquête. J'ai de la curiosité pour entretenir ce lien. Parce que les écrans, en fait, et bon, comme François le disait, ça veut pas dire grand-chose, mais ça peut être aussi des supports qui nous font partager des choses super chouettes ensemble, découvrir des films, découvrir des œuvres, apprendre ensemble, etc. Donc c'est vraiment comment cultiver ce lien dans l'intimité, mais aussi à l'échelle plus collective. Alors, ce que j'ai pas encore dit, c'est que donc vous êtes également parent d'adolescents, et ce livre, c'est à la fois votre regard, j'ai envie de dire, de citoyen éclairé, de professionnel, mais aussi de parents, ce qui en fait la richesse. En fait, les écrans, vous le dites, c'est aussi un formidable prétexte de conversation, hein, de renouer le lien au sein d'une famille, François. Oui, exactement. Nous sommes à la fois experts et parents des mêmes enfants. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, et on voulait justement, pour se distinguer de l'offre existante, arriver à croiser une expertise professionnelle et aussi une expérience de parents. Et pour dire aussi qu'on est dépassé aussi comme tout le monde. On peut être parfois conscient des outils, conscient des choses que nous devons faire et pas forcément arriver à les faire. Donc ça, c'était aussi pour que le lecteur, la lectrice ne se sente pas culpabilisé, parce qu'il y a beaucoup de culpabilisation à l'égard des parents à l'endroit du numérique, et leur parler directement de manière horizontale, et puis partager aussi nos galères comme notre petite victoire. Et oui, le numérique peut être aussi un magnifique terrain de conversation intergénérationnelle. Il faut s'intéresser en fait à ce que font nos enfants sur les écrans. Quand on pose la question qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qui est une question classique, on peut aussi la doubler de comment s'est passée ta journée en ligne. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce qui t'a perturbé. Et donc faire de ces écrans déjà un espace de partage, et puis surtout sans le dénigrer, parce qu'on a tendance à dévaloriser aussi des expériences en ligne, surtout celles qu'on maîtrise pas. Or, il y a des youtubeurs qui sont passionnants, il y a des influenceurs qui sont passionnants, des créateurs de contenu qui sont passionnants, qui sont suivis par nos adolescents, et le simple fait qu'ils nous en parlent, qu'ils exercent aussi leur esprit critique à cet endroit-là, est très riche. Et donc ces écrans, au lieu qu'ils fassent écran à la relation, il faut qu'ils deviennent des terrains d'expérience partagée. Alors, autre mythe que vous déconstruisez, c'est le fait qu'il y a une vie réelle et une vie virtuelle. Ce qui se passe dans la vie virtuelle, ce qui se passe sur les écrans, a un impact aussi dans la vie réelle. Les émotions qu'on vit sur les écrans, qu'on vit sur les réseaux sociaux, c'est des vraies émotions, c'est pas des émotions virtuelles, Virginie. Bah, complètement, c'est des vraies émotions. Parfois c'est des vraies rencontres, c'est des vraies découvertes, et tout ça pour la génération. Pour ma génération, c'est vrai on a tendance aussi à accorder plus de valeur, plus d'importance à ce qui est vécu physiquement, de manière tangible, etc. Et avec des enfants et cette nouvelle génération, ça nous oblige aussi à aller comprendre vers la compréhension de la considération de que cette expérience en ligne a de la valeur et qu'il faut la considérer. Et je pense même pour nous, en fait, toute la réflexion qu'on a menée autour de ce livre, elle nous a permis aussi d'éclairer aussi notre propre, parce que le terme, on cherchait un terme justement pour décrire ce sentiment qu'on était en train aussi d'assister à une forme de mutation, et qu'on avait le sentiment, finalement, voilà, on est tous les trois, on a nos smartphones qui sont des espèces d'extensions de nous-mêmes, on a aussi toute une partie de vie, d'intimité, etc. Et cet enchevêtrement, comment le qualifier? Comment, trouver un mot et décrire, en fait, cette vie qui est sans cesse connectée et tangible, tout le temps en ligne, mais aussi hors ligne. Et ce maillage-là, c'est cette réflexion qu'on a essayé de déployer avec un mot qui s'appelle amphinétique pour décrire justement cette existence dans, en fait, ces deux réalités n'en forment plus qu'une. Et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer, mais elle reste double néanmoins, puisque il faut toujours garder le goût de la terre ferme. Au-delà de la numérisation de notre société et de notre monde, c'est également l'émergence du distanciel. L'apprentissage en distanciel, le travail en distanciel. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Finalement, c'est comment on fait pour
réapprendre à être humain et à faire des choses d'humain. Alors ça, c'est valable pour les parents, pour les adultes et comme pour les enfants, alors que justement, on a toujours plus d'incitation à aller vers le tout numérique et le tout distanciel, François. Oui, c'est pour ça qu'on a consacré un chapitre entier à la question du corps. L'idée dans cet ouvrage, c'était aussi de prendre conscience qu'on doit remobiliser notre corps. Parce que le corps, c'est ce que le numérique cherche globalement à éliminer. L'économie du numérique, c'est une économie du sédentaire. C'est-à-dire il faut que tout vienne à nous. Un peu comme dans l'eau, on flotte. C'est le moindre effort, on flotte et les rencontres viennent à nous sur les applications. La nourriture vient à nous parce qu'on est livré. La connaissance vient à nous puisqu'on passe par Internet. La musique vient à nous via des algorithmes de recommandation. Donc on est dans une forme de délégation totale de nos choix. Et le corps, le numérique essaye de s'y substituer. Rappelez-vous le métavers de Mark Zuckerberg qui reviendra sans doute d'une manière ou d'une autre avec des avatars. On essayait de dupliquer notre corps, c'est-à-dire une silhouette, un profil dans un espace numérique. Et ce qui nous rend profondément humains, c'est justement ce corps qui transpire, ce corps qui se touche, ce corps qui est charnel, quelque chose qui ne peut pas être copié-collé finalement pour reprendre sur le numérique. Et le corps, c'est aussi la rencontre dans un espace physique que l'on doit chérir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'alternatives aux écrans, parce que c'est bien beau de vouloir les supprimer, les éliminer ou les réduire, mais par quoi on les remplace. Et donc ces alternatives, cet ailleurs, il doit être désirable. Il faut qu'on ait envie justement que les corps se retrouvent, dans un espace commun pour que la société refasse corps aussi. On parle d'un corps social. Et c'est pour ça que ça nous a pas semblé délirant de consacrer un chapitre entier au corps pour parler du numérique. Finalement, le corps réel pour lutter contre une certaine idée du virtuel qui peut avoir tendance à déshumaniser. Alors on parle de facilité parce que on le rappelle, c'est documenté scientifiquement, l'humain est flemmard. Ça veut dire que notre cerveau, il nous invite, il nous encourage à trouver des raccourcis. Et quand il ne le fait pas, dans le cadre du numérique, en fait quand les raccourcis sont en face de nous, on n'a même pas besoin de réfléchir, à aller les chercher. Et donc les neurosciences nous prouvent que dans la phase de mémorisation, le fait que cet apprentissage, que cette mémorisation ait demandé un effort de recherche, un effort de construction mentale, et bien derrière, ça solidifie, ça consolide cet apprentissage et cette connaissance. Vous donnez d'ailleurs des exemples avec Wikipédia, François, dans le livre. Oui, effectivement, je crois il faut bien se rendre compte que l'économie numérique fonctionne sur l'économie de la flemme. On l'a dit tout à l'heure, il faut que tout ça flotte. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand on recherche une information et qu'on obtient le résultat tout de suite, c'est pas parce qu'on obtient le résultat tout de suite qu'on va arriver à la mémoriser. Ce qui en fait permet de mémoriser l'information, c'est non pas l'information en elle-même, mais c'est le chemin qu'on a parcouru pour y accéder. Donc c'est ce chemin qui nous permet de comprendre, d'éprouver tout simplement cette quête de l'information. Et c'est quand on va se remémorer le chemin qu'on va retrouver finalement l'information et qu'elle sera véritablement acquise. Je pense que ça arrive à tout le monde de rechercher 10 fois la même information sur Google. On l'a fait et justement on la trouve si rapidement qu'elle ne demande pas d'effort. Et quand elle ne demande pas d'effort, on la mémorise pas. Surtout qu'on se dit, j'ai pas besoin de la retenir finalement. Elle sera toujours à portée de main dans mon téléphone. Donc ça, c'est aussi le danger des IA génératives qui nous donne aussi cette impression qu'une machine est omnisciente, qu'elle a la réponse tout de suite, que c'est la vérité et qu'il faudrait la prendre comme argent comptant. Or, en fait, non, ça demande un effort de se renseigner, ça demande un effort d'aller à la recherche des savoirs, ça demande un effort de recouper l'information. Recouper, ça veut dire ne pas se contenter d'une seule information. Alors tout ça, ça demande du temps. Ce temps, il nous manque dans notre société de la performance. On est tous pris entre des différentes injonctions, mais c'est justement essentiel de redonner ce goût de l'effort. Comprendre que si ça prend du temps, si c'est dur, c'est pour ton intérêt, parce que quelque part, ce que tu gagnes en faisant ça, tu gagnes tout simplement une autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est savoir se repérer tout seul sans avoir besoin d'un GPS. L'autonomie, c'est savoir se rappeler d'avoir une connaissance et une culture historique sans avoir besoin d'avoir Wikipédia. Et puisque vous parliez de Wikipédia, il reste un outil magnifique. C'est plutôt un outil d'apaisement, pour reprendre le titre du livre, car c'est un outil collaboratif. C'est pas un outil qui nous dit voilà ce qu'il faut penser. C'est un outil qui nous dit voilà les informations que l'on a sur le sujet. D'ailleurs, voici les sources en dessous. Vous n'êtes pas d'accord avec cette information? Dites-le nous. Et une discussion s'opère. Et donc Wikipédia, c'est la quintessence en fait de l'intelligence collective. C'est même la quintessence de l'idéal du numérique. Se dire qu'on est ensemble à essayer de faire la lumière par rapport à nos expériences sur un sujet de connaissance, sans monétisation, puisque Wikipédia, on le rappelle, est un site gratuit qui n'exploite pas nos données personnelles. Il n'y a pas de publicité ciblée. Donc c'est un magnifique outil sur lequel d'ailleurs on devrait s'appuyer pour pouvoir le dupliquer et en faire un modèle de partage de connaissances non marchandisé. Virginie, on parle d'effort, mais dans le livre, vous parlez aussi de plaisir.
Le plaisir du goût de l'effort, ça veut dire, c'est un enjeu déjà pour nous-mêmes puisqu'on parlait d'économie de la flemme, donc c'est aussi résister, c'est apprendre à résister pour la bonne cause. Parce que c'est comme quand on fait du sport, parfois c'est douloureux, mais on est content, on se sent mieux. Donc quand on résiste au scrolling, par exemple, au fait de résister à cette dernière notification qui va nous emmener à une demi-heure plus tard, alors qu'on s'était promis de lire quelques pages d'un roman qu'on avait envie depuis longtemps de commencer, ou voilà, toutes ces petites résistances. Il faut se mettre je crois, pas à pas chaque jour, pouvoir apprendre à résister et y trouver un plaisir quand même assez important. Ce qui veut pas dire que les écrans sont des sources aussi de plaisir, mais ça doit être des sources de plaisir qui sont maîtrisées, qui sont choisies. Et je crois qu'on est tous là à un moment de grande fatigue aussi et de saturation collective. On a besoin de reprendre la main sur nos usages. Et en fait, les enfants apprennent bien mieux de ce qu'on est que de ce qu'on dit. Et donc, quand ils nous voient pouvoir résister à l'appel du smartphone le soir pour lire, quand ils nous voient pouvoir être capables de choisir collectivement un film qui raconte une histoire, et parfois de céder à un plaisir parce que on a le droit aussi de se divertir et de regarder des choses qui ont pas un grand intérêt mais qui peuvent nous faire rire, c'est très bien aussi. Mais voilà, je crois que l'enjeu aussi du plaisir de l'effort, c'est de retrouver pouvoir d'agir, retrouver un peu de maîtrise, reprendre la main et arrêter d'avoir cette impression d'être tout le temps submergé et de subir tout le temps. Alors, autre mythe que vous déconstruisez, c'est le titre d'un de vos chapitres, c'est qu'on ne peut plus rien attendre des GAFAM. Un exercice que vous recommandez de faire d'ailleurs avec vos enfants, c'est d'essayer de décrypter ensemble comment fonctionne l'algorithme. Pourquoi tel ou tel contenu arrive sur l'écran, sur tel compte. Pourquoi ce contenu arrive sur mon compte et pas sur le tien. C'est ludique, mais c'est aussi très formateur, François. Oui, je pense que là, c'est le propre de l'éducation aux médias, c'est d'arriver finalement, on comprend d'autant mieux ce qu'on arrive à éprouver et pas uniquement de manière théorique et mettre en fait les enfants en pratique. On le fait aussi d'ailleurs avec des intelligences artificielles génératives en disant la personne qui te parle, même Siri, qui dit ressentir des émotions, qui a l'impression de te parler gentiment, en se faisant passer pour un ami. À ton avis, c'est qui derrière? C'est une machine? C'est une vraie personne? Si c'est une machine, comment elle te connaît? Pourquoi elle te donne l'impression de tout savoir sur tout? Est-ce qu'elle a vraiment conscience de ce que cette machine te dit, puisqu'elle simule finalement le langage, elle simule la pensée. Et je pense que c'est très intéressant et très important d'arriver à éduquer par le terrain, par l'expertise, par la fabrication en fait, tout simplement des différents outils numériques. Et vous avez raison, quand on dit qu'on ne peut plus rien attendre des plateformes, c'est qu'il faut être réaliste. Ces plateformes, ces réseaux sociaux, ils ont 20 ans. On a connu une décennie d'enchantement. On a connu une décennie critique avec beaucoup maintenant de documentation qui viennent soit de documents internes, soit de travaux de recherche qui sont très nombreux. Et à chaque fois, ces réseaux sociaux nous ont toujours dit on va s'améliorer, on s'excuse, on doit faire mieux, et on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat derrière, parce que définitivement leur modèle économique est un modèle économique de l'économie de l'attention ou de l'économie de l'attachement, si on parle des IAG, et ce modèle économique il changera pas. Du moins, il changera pas tout de suite. Donc, leur seul intérêt, c'est d'exploiter notre temps d'attention, c'est d'exploiter nos données personnelles. C'est en aucun cas de faire de nous des meilleurs citoyens ou des personnes plus intelligentes ou des personnes, je dirais, avec un plus grand sens civique. Leur but du jeu, c'est juste de faire de l'argent. Donc, on peut plus rien attendre d'elles, ce qui veut pas dire qu'on ne peut plus rien attendre de la situation. On peut attendre d'une régulation qu'elle arrive à mieux les contrôler. On peut attendre d'autres acteurs qui proposent des alternatives. Et puis, on peut aussi attendre de nous-mêmes qu'on soit un peu plus conscient de ces dangers pour pouvoir les identifier et peut-être mieux s'en détourner, mieux y résister et tout simplement, encore une fois, reprendre un peu la main sur ce monde connecté qui nous entoure et qui nous submerge. Alors, je crois que là, on a un bon résumé de faire la paix avec nos écrans. C'est reprendre la main individuellement sur son propre, je redis, sur nos propres usages et aussi en tant que parents sur ce qu'on a envie de transmettre et de vivre avec ses enfants. Et d'ailleurs, vis-à-vis des enfants, est-ce qu'il y a besoin de faire la paix avec les écrans, ou est-ce qu'il y a besoin de faire la paix au sein des familles à propos des écrans? Moi, je pense que la première étape, c'est faire la paix avec soi-même dans notre rapport aux écrans. Et à partir de là, s'opère un chemin qu'on parcourt et sur lequel on croise notre conjoint, notre partenaire, sur lequel on croise nos enfants. Et c'est un chemin. La paix, c'est un cap, mais ça commence par soi. Si soi-même, on tient des discours qui sont complètement
contradictoire avec ce qu'on incarne. Donc, il faut aussi être réaliste sur ce qu'on peut faire et ne pas attendre trop de nous-mêmes. Si on se dit, bon, moi, je peux absolument pas lâcher mon smartphone pendant que je suis à table avec mes enfants, bon, essayer de le faire progressivement, se dire pourquoi j'impose, on peut pas imposer aussi à ses enfants des choses qu'on ne peut pas aussi, sur lesquelles on ne peut pas montrer l'exemple. Donc, je dirais que la paix, ça commence par être en cohérence avec soi-même, et puis ensuite c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, mais ne pas être trop ambitieux non plus. Et c'est vraiment l'idée, enfin moi, tous les parents qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, voilà, soyez cool avec vous-même, c'est pas la peine d'être dans l'hyperparentalité, dans cette parentalité numérique exemplaire qui est extrêmement difficile à atteindre. Partons de là où on est, avec réalisme, avec pragmatique. Essayons d'être déjà en paix avec nous-mêmes dans notre rapport à ces outils qui sont quand même extrêmement puissants. Et puis après, ça va aller avec tout le reste, puisque finalement, on n'aura plus besoin de s'épuiser à dire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et tout simplement, les enfants suivront notre exemple. Ils vont s'inspirer de nos bonnes habitudes. Et puis la chercheuse Marie Danet, qui est spécialiste de la technoférence en France, montre aussi à quel point ça nous rend aussi moins patients. Les parents qui sont en train de répondre à des mails tout en voulant rester avec leurs enfants sont moins patients, sont des réactions plus dures aussi. Si l'enfant, par exemple, fait une bêtise, on va tout de suite être beaucoup plus monter plus dans les tours très très rapidement. Donc voilà, c'est important aussi pour notre hygiène mentale quotidienne et familiale. Et même ça commence encore une fois par nous-mêmes, c'est dire se mettre des micro-challenges pour éviter la technoférence, c'est-à-dire tiens, je vais essayer d'attendre le métro sans consulter mon téléphone, ou voilà, je vais essayer de rester dans ce commerce et d'attendre mon tour pour payer ma baguette de pain sans être en train de scroller. Ou c'est des petites choses comme ça qui peuvent être des moments de rééducation attentionnelle aussi, de se dire mais tiens, quels sont les flux de pensée qui arrivent à cet endroit-là, à ce moment-là, si je m'autorise à ne pas en fait combler tout de suite chaque seconde. Là, il y a une étude qui est parue sur les gens qui prennent leur téléphone aux toilettes. C'est un article qui est paru dans le Monde, et c'est que même maintenant aux toilettes, on ne peut pas s'empêcher de consulter son téléphone. Donc même avant ce moment qui était censé être un peu en dehors de toute sollicitation extérieure et préempté par le téléphone. Donc je trouve qu'on peut en sourire, mais en même temps ça raconte quelque chose de cette emprise généralisée. Donc une invitation à la déconnexion, c'est salvateur. On arrive donc à la fin de cette émission. En ce moment, ce sont les vacances d'été. En général, c'est un moment où les adolescents reconnectent aussi avec leur smartphone, puisque ils l'ont pas à l'école, au collège, au lycée, soit à la maison il y a des règles strictes, et puis on va dire que ces règles assez logiquement pendant les vacances prennent quelques libertés. Quels conseils on peut donner justement aux parents, peut-être les discussions qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants? Alors je parle à la fois aux deux co-auteurs de Faire la paix avec nos écrans, et aussi aux parents. Comment vous faites avec vos ados, François? On a une petite boussole qu'on propose justement dans le livre qui s'appelle la boussole du play. Play comme partager, on en a beaucoup parlé. Elle comme libérer du temps d'attention. A comme accueillir les émotions, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, ce sont des véritables émotions. Puis le Y, c'est un yes or no. Donc en gros, c'est un cadre souple, évolutif, où parfois il faut s'autoriser justement à lâcher prise. Donc le yes or no, l'été peut être un moment du yes, c'est-à-dire qu'on se dit, peut-être aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de passer beaucoup d'heures sur ton téléphone, tu peux le faire, pour que tu éprouves même à un moment donné d'avoir passé 4 ou 5 heures et après te dire qu'est-ce que tu as fait de ta journée, peut-être pas grand-chose, tu aurais pu faire autre chose. Et puis aussi c'est le moment de se dire par exemple pendant ces vacances, chaque soir on va se proposer une recommandation. On peut aussi s'affranchir des algorithmes et avoir des algorithmes individuels en disant moi je te propose une sorte de ciné-club le soir où je vais te proposer des films, et puis toi tu vas me proposer un YouTube club avec tes youtubeurs préférés, pour que encore une fois ça soit un moment de partage. Donc l'idée de ce cadre, c'est qu'il soit pas dogmatique en fait, et que en fonction des situations, en fonction des évolutions, on puisse avoir un cadre qui soit souple et qui soit dans un cadre de pacte. C'est-à-dire encore une fois d'engagement commun. C'est que si je t'impose quelque chose, Virginie le rappelait tout à l'heure, elle parlait d'exemplarité, c'est que je dois me l'imposer à moi-même. Donc c'est un engagement que l'on prend parents et enfants
contre, on va dire, les écrans. Mais c'est pas le parent qui va tout de suite stigmatiser la relation conflictuelle ou problématique que l'enfant ou l'adolescent peut avoir sur ces écrans. En fait, on est un peu tous vulnérables. Il faut accepter nos vulnérabilités communes et y faire face et y faire front ensemble. Virginie, dans la famille Sassoon-Saltiel, ça marche les ciné-clubs du soir en famille? Oui, ça marche bien. On adore regarder des films avec nos enfants et moi j'aime particulièrement le moment des vacances aussi pour instaurer de nouvelles règles, parce que les vacances c'est des moments qui sont propices à ça, parce qu'on n'est pas dans les règles, on n'est pas dans le quotidien, on n'est pas voilà dans les journées d'école rythmées comme d'habitude. Et je trouve que c'est un très bon moment quand même pour déconnecter, pour faire l'expérience du pas d'écran. Et parfois c'est aussi le moment pour se prouver à soi-même et prouver à nos enfants qu'on peut vivre sans écran. Et on peut aussi se dire, en fait, il n'y a pas d'écran, par exemple, pendant ce temps-là. Et puis après, comme disait François, ça peut être des ISD, etc. Mais en tout cas, les vacances, c'est des moments propices pour cultiver le lien, avoir des discussions qu'on peut pas avoir dans le quotidien. Et puis, voilà, se montrer qu'on peut être déconnecté et que parfois, on peut aussi avoir des moments, voilà, de plaisir un peu exceptionnels et peut-être un peu excessifs par rapport à la routine du quotidien. Un grand merci à tous les deux d'être venus sur Cyberpref Décode. Donc je rappelle, vous êtes tous les deux donc les co-auteurs de Faire la paix avec nos écrans chez Flammarion, qui est un essai, un décryptage, un petit guide sur comment je m'en faire la paix soi-même avec les écrans, et puis aussi quelques bons conseils qu'on peut mettre en place en famille et en tant que parent. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous.